vous remercie tous d'être là. Je remercie les dames de cœur. Je remercie Cyril, Rachid. Belle soirée. Je ne sais pas si j'ai encore grand-chose à dire. Voilà, on va parler de... On m'a demandé de parler des approches complémentaires non médicamenteuses. Et donc, je vais tenter de vous parler de ça en prenant cette notion de entre science et fausse croyance. Parce que le débat était là-dessus. Et donc, je commence par une petite histoire qui m'est arrivée il y a juste 8 jours. J'étais à Nîmes où j'animais au CHU une session sur la gestion du stress pour les médecins hospitaliers. Et je peux vous dire qu'ils en avaient bien besoin. Il y en avait au moins 1 sur 2 qui était en pré-burn-out ou burn-out. Et donc, bizarrement, j'ai eu le même taxi entre l'hôtel et le CHU et la gare. Donc, on a pu sympathiser un petit peu. Et puis, en repartant du CHU vers la gare, le chauffeur de taxi me dit « Mais vous faites quoi comme métier? Vous êtes hospitalier? Vous êtes... » Je dis « Non, je suis médecin, je suis venu faire une session sur la gestion du stress. » Et il me dit « Alors là, il faut que je vous donne la méthode miracle. » Bon. Je lui ai dit « Donnez-moi la méthode miracle. » Alors, il me dit « La méthode miracle, j'avais déjà entendu le mot, mais bon. » Il me dit « C'est l'EFT, Emotional Freedom Techniques. » Et il me dit « Monsieur, vous êtes le 568e type à qui je donne cette méthode, et je peux vous dire, elle est efficace. » Il sort son téléphone, et il me fait voir un message. Il me dit, vous voyez, hier, il y a une dame qui m'a dit que ça marchait. Donc je me suis dit, voilà, 568 personnes, une personne qui lui dit que ça marche, donc ça doit marcher. Alors peut-être que ça marchera, hein, j'ai rien contre l'EFT, mais voilà. Donc je me suis dit, peut-être que c'est ça dont je vais vous parler. En fait, je vais vous parler peut-être plus de médecine hippocratique, médecine classique, en sachant qu'Hippocrate, il a dit des choses intéressantes, puisqu'il nous a dit « Nous, médecins, nous ne devrions pas tenter de soigner le corps sans l'âme. Le traitement de nombreuses maladies est ignoré des médecins car ils méprisent l'ensemble. » Donc, la médecine hippocratique est une médecine qui est, comme on l'entend à l'heure actuelle, une médecine biopsychosociale. Et donc, la médecine n'est pas née hier matin, et les hommes ont certainement copié la nature. Il y a dû y avoir beaucoup de morts à cette époque-là, et on est passé du chaman au chirurgien. Et on a tendance à penser, à l'heure actuelle, évidence-base médecine. L'évidence-base médecine, c'est la façon dont nous, on raisonne en tant que médecins. C'est la médecine fondée sur les preuves. Et il y a beaucoup de médecins, un peu ce que vous disiez, Rachid, en filigrane, c'est que si vous commencez à parler du chaman à un médecin féru d'évidence-base médecine, il va vous dire que c'est un mythe, alors que l'évidence-base médecine, on va nous dire que c'est la vérité. Avec cette particularité, je me souviens très bien de Teresa Robles, qui était l'ancienne présidente de la Société mondiale d'hypnothérapie, qui disait « C'est étonnant, vous les Français, dès que l'évidence-base médecine ne parle plus des médicaments, vous n'y croyez plus. » Donc, il faut se rappeler que l'évidence-base médecine, c'est tout de même une définition très précise. On part d'un problème posé par un patient, on va étudier la littérature, on va chercher ce qui a été dit, et ensuite, et c'est ça qui est souvent oublié, on va revenir au patient, aidé par l'expérience du médecin et par le souhait du patient. Donc c'est pas du tout, l'évidence-base médecine, c'est pas du tout imposer quelque chose sans que l'expérience du médecin et le souhait du patient soient pris en compte. Alors dans les prescriptions de non médicamenteuses, l'HAS, ça a tout de même fait des choses. L'HAS, c'est la Haute Autorité de Santé, c'est un organisme tout à fait officiel. Ça, c'était en 2011, j'avais fait partie de ce comité d'études. Et bon, on avait fait quelques travaux sur les méthodes non médicamenteuses, ça n'avait pas été très très loin, je peux vous dire. On est à l'heure actuelle dans une époque qui est très bizarre, qui est une époque manifestement complotiste. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui va mal, qui souffre, et donc la théorie du complot ressort toujours dans ces moments-là, et on va avoir beaucoup d'écrits, beaucoup de livres qui doivent faire gagner beaucoup d'argent sur, voilà, ces salauds de médecins qui gagnent du fric sur notre dos, qui nous donnent des médicaments toxiques, et puis surtout ces salauds de laboratoire qui font beaucoup d'argent sur notre dos, et patati et patata. Donc on est dans une époque manifestement complotiste, avec des gens qui, parfois, poussent le bouchon un petit peu loin. D'un autre côté, on est dans les méthodes non médicamenteuses sur quelque chose qui est très français, qui est cette mission interministérielle, Miviludes, qui nous dit, voilà, ça c'est un article que j'ai sorti d'Internet il y a quelques jours, santé et bien-être, des secteurs très favorables aux dérives sectaires, parce qu'il y a eu un nouveau rapport qui vient de sortir,
Et Cyril, ça va te faire certainement plaisir. Voilà. Donc les méthodes qu'il cite, en 2014, on nous avait dit, moi qui suis sophrologue, nous avait dit la sophrologie c'est sectaire, le MDR était sectaire, et là c'est le Reiki, la kinésiologie et toutes les psychothérapies. Donc voilà, on est en France dans quelque chose où on a très très peur de ce qui n'est pas la médecine conventionnelle. Et c'est vrai que des thérapies, on va dire alternatives, il y en a beaucoup. Hein, ça va depuis le soin par les sangsues, le reiki, la réflexologie, le tantrisme, l'iridiologie, les lavements thérapeutiques. Il y a énormément de choses. On considère qu'à l'heure actuelle, il y a environ 400 médecines référencées qui ne sont pas des médecines classiques. Et il y a environ 6 à 7 000 médecins en France qui la pratiquent. Ce qui est intéressant, c'est que 40% des Français y ont recours. Ça veut dire que ces 6 000 ou 7 000 médecins, ils doivent beaucoup travailler, hein, parce que s'il y a 40% des Français qui ont recours à un moment ou à un autre, donc ça veut dire qu'il y a une vraie demande. Et il ne faut pas négliger. Moi, j'ai toujours dit, si le bouquin d'Even, du professeur Even, qui ne connaît rien en cardiologie, mais qui a tout de même parlé du cholestérol, a été lu par 300 000 personnes, c'est que c'est une vraie question. Et donc, il faut s'en inquiéter. Alors, dans les méthodes non médicamenteuses, on est, 400 méthodes, on est dans un supermarché. C'est un supermarché de la médecine douce, de la médecine parallèle. Avec des choses, voilà, des noms qui vont sortir, mais c'est le supermarché. Avec parfois des gens qui sont obnubilés par leur technique. Et donc, comme un supermarché, on va vous dire, le véganisme, il n'y a que ça de vrai, le reiki, il y a que ça de vrai, l'iridiologie, il y a que ça de vrai, puis vous pouvez toutes les passer en revue en disant, il n'y a que ça, et ça, c'est la méthode miracle qui fonctionne. Alors, si je vous parle de chaque méthode, méthode par méthode, j'en ai pour 5 secondes par méthode, donc j'irai encore plus vite que les diapos de Rachid, et je n'ai pas voulu aborder la question comme ça. J'ai voulu aborder la question sur ce qu'on sait à l'heure actuelle de certaines méthodes non médicamenteuses qu'on peut tous utiliser. Parce qu'il y a des apparences, en fait. À l'heure actuelle, on parle beaucoup des violences sexuelles faites aux femmes. Il y en a encore récemment. Voilà. Les femmes ont... Voilà. Alors, je ne néglige pas du tout cette violence. Cette violence est très importante. Et il faut absolument la supprimer. Mais on en parle beaucoup. On parle beaucoup du risque de la drogue pour les enfants. On parle beaucoup du cancer du sein. Tout ça, c'est important. Et on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais la réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est que la violence sexuelle, elle est envers les enfants. Une petite fille sur 5, un petit garçon sur 8, et ça nous donne, nous, en médecine, ça fait le lit des maladies chroniques, parce que le stress oxydatif, il a peut-être commencé quand ils avaient 6 mois, 1 an, 18 mois ou 2 ans. C'est pas la drogue qui va être un problème pour nos enfants, c'est la sédentarité. En l'espace de 30 ans, ils ont baissé leur capacité physique d'environ 30%. On est obligé d'adapter les barèmes du bac en sport parce qu'ils sont plus capables d'avoir les performances que nous on avait. Le cancer du sein, c'est dramatique. Bien sûr que c'est dramatique. Mais mesdames, vous n'allez pas mourir de votre cancer du sein, même s'il y en a qui meurent, et c'est dramatique. Vous allez mourir de maladies cardiovasculaires qui sont 7 fois plus fréquentes que le cancer du sein. Une femme sur 3 mourra de maladies cardiovasculaires. Donc, je ne dis pas ça pour négliger, je dis ça pour dire où est le vrai problème, la vraie problématique. Et donc, parfois, on a l'impression que dans les thérapies alternatives, il y a beaucoup de choix et que ça ressemble un petit peu à nos petites pilules. Voilà. Ah, la pilule rouge, c'est la meilleure, ou le shiatsu, c'est le meilleur, ou le truc, c'est le meilleur. Voilà. Et donc, peut-être qu'il faut chercher autre chose. Et j'aime bien cette phrase que certains connaissent peut-être, c'est le titre d'un livre de Christiane Singer, qui est malheureusement morte d'un cancer du côlon. Christiane Singer était une femme absolument extraordinaire, et j'aime bien ce titre. Où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi? Et on va voir comment le ciel peut être en nous pour la prévention de la maladie. Alors, un être humain, c'est quoi? Un être humain, Rachid nous l'a dit, c'est une cellule. Donc au départ, on est parti de ce que les scientifiques appellent la soupe primordiale, c'est-à-dire quelques petites molécules, des atomes d'abord, puis après des molécules, puis des protéines, et puis on est arrivé à un vivant extrêmement complexe, et que vous le vouliez ou non, vous êtes venu par ce canal, c'est-à-dire la relation sexuelle d'un homme et d'une femme qui ont mélangé leurs humeurs, dans tous les sens du terme, et un spermatozoïde et un ovule, c'est-à-dire 2 cellules qui ont fait, après, voilà, des êtres vivants
Einstein ou une de mes petites filles qui a une aussi belle langue que celle d'Einstein. C'est absolument incroyable. Vous imaginez juste une seconde, imaginez une cellule paternelle, une cellule maternelle qui fait vous, qui fait moi, qui fait que je pense, qui fait que je marche, qui fait que j'aime, qui fait que... C'est incroyable, c'est absolument phénoménal. Dans tout ça, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dans notre cerveau. Et donc, notre cerveau qui est construit depuis le début de l'évolution des espèces, cerveau reptilien, cerveau limbique, néocortex, donc depuis le bas jusqu'au haut, et ce que nous a montré Rachid, le rôle de l'émotion. Et ce qui est important, c'est que ça, beaucoup de médecins n'ont pas compris ça ou n'entendent pas ça, c'est ce que j'appelle la loi du vivant. La loi du vivant, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Henri Laborie, l'inventeur des neuroleptiques, qui nous dit la seule raison d'être d'un être, c'est-à-dire de maintenir sa structure en vie. Alors ça a l'air complexe comme phrase, ça l'est pas du tout. Ça veut dire simplement que nous ne sommes là, non pas pour être en bonne santé, mais pour être en vie. Et que ça n'a absolument pas... C'est pas la même chose. Être vivant et être en bonne santé, c'est pas la même chose. Donc nous allons toujours nous adapter pour survivre, pour vivre. Et quelquefois, malheureusement, comme l'a dit Georges Canguilhem, philosophe de la médecine, la maladie est un effort de la nature pour trouver un nouvel équilibre. Rachid vous a montré tout à l'heure, on se déséquilibre, hein, la maladie est un nouvel équilibre. Et on va chercher équilibre psychologique, mais aussi équilibre physiologique. Et donc, tout notre cerveau est organisé, comme disaient les Bee Gees, staying alive. C'est uniquement nous maintenir en vie. Avec, bien entendu, des composantes qui vont être des composantes biologiques, mais également, dans la santé, des déterminants qui vont être psychologiques, stress, anxiété, dépression, hostilité, tout ce que vous voulez. Un tas de composantes psychologiques, des composantes sociologiques et des composantes socio-économiques qui vont être des déterminants de santé importants. Alors, comme je suis en train d'écrire un livre sur le bonheur et la cardiologie, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre cette phrase. On la cite beaucoup, la phrase de Voltaire, qui est de dire « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Alors, il n'a pas du tout dit ça. Il n'a pas dit ça. Presque ça, mais pas dit ça. Il a écrit, c'était dans la lettre à la Berry Trublet, il a dit « Depuis quelques années, je me suis mis à être un peu gai parce qu'on m'a dit que c'est bon pour la santé ». Heureux ou gai, on pourra toujours en discuter, mais ce qui est important, c'est « je me suis mis », j'ai décidé. C'est une décision. En psychologie, on dirait qu'il est proactif, il décide quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose de l'extérieur, c'est quelque chose qui s'impose à lui-même. C'est une décision. Il a décidé d'être heureux. Et donc on pourrait discuter ce que c'est que le bonheur. Le bonheur, ça a deux formes pour les philosophes. Il y a le bonheur hédonique, c'est-à-dire j'aime bien manger des fraises, voilà, ça c'est un plaisir, ou du chocolat, ou d'autres choses, partir en week-end, s'acheter une nouvelle voiture, tout ce que vous voulez, hein, c'est le plaisir. Ce plaisir hédonique est important, il est indispensable au bonheur eudémonique, qui est beaucoup plus profond, qui va être plutôt basé sur les buts de vie et la croissance personnelle. Ça va être deux aspects différents, et on ne peut pas avoir de bonheur hédémonique si on n'a pas de bonheur hédonique. En latin, le mot bonheur signifie également la béatitude, la bonne attitude. Donc, dans les méthodes, j'y arrive, hein, les méthodes non médicamenteuses, quelle va être la bonne attitude? Quelles sont les méthodes qui ont fait la preuve de leur efficacité? Eh bien, premièrement, c'est ça. Écrasons nos cigarettes. Arrêtons. C'est fondamental. C'est fondamental. Je ne vais pas vous refaire toutes les maladies causées par le tabagisme, mais voilà, on pourrait il faut absolument, c'est un piège. Voilà, c'est une méthode non médicamenteuse, j'arrête de fumer. Avant de partir sur l'EFT, le shiatsu, le reiki, le machin, j'écrase ma cigarette. Peut-être que le reiki et le shiatsu me permettront d'arrêter plus facilement, mais d'abord j'arrête ma cigarette. C'est intéressant, c'est d'autant plus intéressant que toutes les publications actuelles nous montrent que beaucoup de gens nous disent « Ah, je fume parce que je suis stressé, je fume parce que je suis anxieux ». Non, c'est faux. Quand on arrête, on est mieux psychologiquement. On est moins stressé, on est moins anxieux, on est moins déprimé. Là, depuis 15 ans, les publications nous le montrent avec une absolue certitude. Première méthode non médicamenteuse, j'écrase ma clope. Deuxième méthode non médicamenteuse, je me bouge les fesses. Ça, c'est fondamental. Alors, ce qu'il faut entendre dans « je me bouge les fesses », là, vous êtes dans une position toxique. Vous allez vous lever. Levez-vous, s'il vous plaît. Voilà, vous restez comme ça, vous faites comme ça. Voilà. Maintenant, vous vous rasseyez. Voilà. Et ça, c'est rien, hein.
C'est rien du tout, hein. Eh bien ça, on a prouvé là, il y a 18 mois dans une étude anglaise que rien que d'avoir fait ça, vous avez modifié votre métabolisme glucidique, là, juste à l'instant, et ça va se poursuivre toute la nuit. Donc la position assise est une position toxique, jamais plus de 20 minutes assis. Donc levez-vous, travaillez debout, allez, voilà, vous regardez la télé, vous vous levez. La position assise est une position toxique. Donc on peut être, ça c'est la sédentarité, la position assise. Donc je peux être sportif et sédentaire. C'est-à-dire que si je cours 10 km tous les soirs, je suis sportif, mais si j'ai passé 10 heures derrière mon ordinateur, je suis sédentaire. Les deux, c'est deux choses différentes avec des impacts différents. Donc je ne vous fais pas la mortalité, mais voilà, c'est cette campagne américaine, Sitting is killing you, voilà, c'est la position assise, c'est la nouvelle cigarette. L'activité physique, c'est une drogue miracle. Alors, je pourrais vous le faire, hein, toute la liste de ce qu'il y a autour. On peut en citer quelques-unes. Voilà, ça va améliorer l'humeur et la cognition, ça va améliorer le sommeil, ça va diminuer le stress, ça va protéger vos os, ça va protéger vos muscles, ça va protéger votre cœur, ça va diminuer la maladie d'Alzheimer. Il y a 25 effets de l'activité physique. Donc, méthode non médicamenteuse, bougeons, 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 bougeons. Nous sommes programmés en tant qu'êtres humains, nous sommes des chasseurs-cueilleurs, mais surtout des chasseurs, et nous sommes programmés, chaque fois ça fait... Les patients, quand je leur dis ça, ils sont étonnés. Nous sommes programmés pour courir 50 km par jour. Donc vous voyez qu'on a de la marge. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on va faire ça, tous 50 km par jour, mais on est dans une sédentarité catastrophique. Il y a peut-être parmi vous qui courent, et donc ils vont apprécier. Au XIVe siècle, pour faire partie de la garde impériale chinoise, il fallait courir 80... C'est comme la garde républicaine française, hein, il fallait courir 90 km en 6 heures. D'accord? Vous imaginez ce que c'est? Et j'y arrivais parfaitement. Hein, je rappelle que les armées romaines, c'était 80 km par jour, 40 kg de harnachement. Voilà. Ça a des effets phénoménaux. Diminution du cancer du sein, 40%. Maladie cardiovasculaire, moins 40%. Diminution du cancer du côlon, moins 60%. Vous connaissez beaucoup de méthodes et de médicaments qui sont capables de faire la même chose? Donc, bougeons et faisons du sport. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas de position assise. 30 à 45 minutes d'activité par jour. Faites ce qui vous plaît comme activité. Le marqueur, c'est un peu d'essoufflement, pas comme ça, hein. Un peu d'essoufflement, et après vous allez prendre la douche, parce que si vous n'avez pas transpiré un petit peu, c'est qu'il n'y a pas eu d'activité physique. Puis c'est mieux pour les voisins. Aucune limite d'âge, et puis peut-être un petit bilan avant de reprendre. Alors, des petites choses, ça, je vous ai mis que des mots, mais c'est prouvé. Allez marcher dans la nature. Les Japonais appellent ça le shirin-yoku, le bain de nature. Quand vous allez dans la nature, alors c'est pas je cours dans la nature, hein, c'est je vais dans la nature, je me promène, je déambule, j'ai le droit d'embrasser les arbres, j'ai le droit de humer les plantes, je vais dans la nature. Donc ça marche. Promenez-vous avec votre chien. La compagnie du chien, c'est quelque chose qui a des effets extrêmement intenses sur la santé. Ça nous fait marcher, ça augmente le lien social, et donc c'est extrêmement important. Vous pouvez marcher seul ou vous pouvez marcher en groupe, parce qu'en groupe, il y a du lien social. Et le lien social, ça améliore la santé. Quand vous marchez, des petits plus, même si les gens vous prennent pour un idiot, souriez. Souriez quand vous marchez. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est construit de cette façon-là. Vous n'allez pas faire semblant, vous allez faire comme si. Vous allez faire ce que les anglo-saxons appellent as if, comme si. Et quand vous faites comme si, vous allez activer vos neurones comme si c'était la réalité. Il y a une étude anglaise qui nous montre que quand vous faites marcher des déprimés comme des non-déprimés, c'est-à-dire avec un grand sourire, je balance les bras, plus de dépression à 6 mois. À l'inverse, si vous prenez des non-déprimés et que vous les faites marcher comme des déprimés, au bout de 6 mois, ils sont déprimés. Donc, as if, notre cerveau est construit comme ça. Balancez les bras parce que c'est un peu marche nordique, hein. Balancez les bras parce qu'il y a plus de dépenses énergétiques et encore une fois, ça active certaines choses au niveau de notre cerveau et vous pouvez très bien marcher en pleine conscience, j'en parlerai un petit peu après. Faisons-nous plaisir.
Le cerveau de l'être humain, il est construit pour se faire plaisir, donc pour manger et pour faire des câlins. C'est les deux fonctions essentielles. Si vous ne mangez pas, vous allez mourir. Si vous ne faites pas l'amour, il n'y a plus d'espèce humaine. Donc c'est indispensable. Donc bien entendu, les chercheurs se sont prodigieusement intéressés à ça. À la nourriture, Rachid a déjà dit beaucoup de choses. Nous sommes ce que nous mangeons. Nous sommes ce que nous mangeons. Nous l'avons oublié, mais c'est une réalité. Nous sommes ce que nous mangeons. Très beau livre de Jane Goodall, qui est un spécialiste des chimpanzés, qui a dit ça, et en disant on ne mange que des cochonneries à l'heure actuelle. Et puis c'est ancien, hein, Paracels, nous ne sommes pas seulement nés de notre mère, la terre aussi est notre mère qui pénètre en nous jour après jour, bouchée après bouchée, ce que nous mangeons. Alors ce qui a complètement révolutionné l'alimentation, c'est la découverte, vous connaissez ça, c'est la découverte du microbiote, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Moi, quand j'étais étudiant en médecine, la flore intestinale, ça servait à digérer. Maintenant, on sait que c'est pas ça, hein. C'est loin d'être ça. On dit que c'est notre deuxième cerveau, c'est peut-être même notre premier cerveau. Donc, microbiote, c'est 1,5 kg à 2 kg de bactéries qui est dans notre ventre, l'estomac, mais surtout le côlon et l'intestin grêle. Il y en a 10 fois plus que nos cellules, 100 fois plus de matériel génétique que nos cellules, 1000 espèces différentes. 1,5 kg, il y a des bactéries, des levures, des champignons, il y a plein de choses. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est ici. C'est où? Voilà. Oula, non. Attends pour Lolo. C'était où? Rachid, viens à mon secours, sinon je vais dire des gros mots, et puis tu m'as dit que c'était stressogène. Donc, voilà, on est là. Voilà. D'accord, sur ça. Merci Rachid, tu es mon sauveur. Donc, le microbiote, quand on est... notre tube digestif est stérile. Et donc, on passe la filière génitale, on sort du vagin, il y a des germes, le rectum n'est pas loin, on prend tout ça dans la figure et on va coloniser notre tube digestif. Ce qui va jouer également, ça va être l'alimentation, on nourrit tout ça, et l'activité physique. Et puis il y a d'autres choses qui vont être les prébiotiques, qui sont des aliments qui vont favoriser l'équilibre de cette flore intestinale, de ce microbiote, et des probiotiques qui, elles, sont des bactéries qu'on peut mettre dans notre tube digestif. Ce qui est très important, c'est que ce tube digestif va communiquer avec votre cerveau et il va influencer votre alimentation. C'est-à-dire que, par exemple, certaines bactéries, on va prendre le Candida albicans, qui est un champignon qui est dans votre tube digestif. Le Candida albicans, il adore le sucre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, tout ce qu'il veut, c'est comme vous, c'est vivre. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va envoyer un petit ordre à votre cerveau en disant allez, bouffe du sucre, bouffe du sucre. C'est bon pour moi. Donc, il y aura de plus en plus de Candida albicans. Vous aurez de plus en plus envie de manger du sucre. C'est pas vous qui voulez manger du sucre, c'est votre Candida albicans. On sait qu'il y a les mêmes choses pour la viande rouge, pour le chocolat, pour tout ce que vous voulez. Donc, c'est très très important de se rendre compte de l'importance de notre microbiote qui va être équilibré. Alors, quand il est déséquilibré, ben, on va avoir des bactéries qui vont être néfastes. Et puis surtout, ce que nous a montré Rachid, c'est qu'il va y avoir des phénomènes inflammatoires. Cette membrane digestive, qui est un peu comme la peau, va être perméable. Il va y avoir des choses qui vont passer dans le sang, qui vont créer des réactions inflammatoires. Et donc, on est dans un cercle vicieux. Et donc, on sait que ce microbiote va avoir un rôle fondamental dans l'immunité, pour notre cerveau, comme barrière, dans le métabolisme et comme méthode de protection en particulier, tout ce qui est immunité également. Donc, rôle fondamental dans l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer colorectal, toutes les maladies inflammatoires du tube digestif, et également des phénomènes comme la dépression ou l'autisme. Si avoir une tête de constipé, c'est pas un mot en l'air. Voilà. Il y a des expériences qui ont été faites avec des souris. Vous changez le microbiote des souris, et des souris qui étaient un petit peu tristounettes, pas exploratrices, deviennent très exploratrices. Donc on peut changer. Et donc on est, ce qu'on disait tout à l'heure, sur ce régime méditerranéen qui a fait la preuve de son efficacité. Je ne vais pas insister dessus, vous pouvez trouver ça sur cette pyramide alimentaire sur Internet. Il y a des choses qui sont indispensables plusieurs fois par jour, d'autres plusieurs fois par semaine, d'autres exceptionnellement, par exemple comme la viande rouge qu'on mange tous beaucoup trop. Et donc on va avoir des choses qu'il ne faut pas manger, qui vont être les sucres raffinés, où il faut manger beaucoup moins, on mange trop de sucre, tout ce qui est ce qu'on appelle les graisses saturées, les charcuteries, le fromage, les graisses trans. Les graisses trans, c'est tous les plats préparés industriels,
Les viandes rouges, ce qu'il faut privilégier, c'est les légumes, les fruits, les céréales, les graisses oméga 3, c'est-à-dire les poissons, l'huile de lin, colza, noix, les noisettes, légumineuses, les pois. Tout ça, c'est ce qui va être meilleur. Il va y avoir les prébiotiques dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que les fruits, les choux, les artichauts, l'ail, l'oignon, toutes ces plantes qui vont être extrêmement importantes. Et puis des probiotiques, donc qui sont des yaourts fermentés, des aliments fermentés comme la choucroute. Est-ce que les bactéries qu'on trouve dans le commerce, dans les compléments alimentaires, sont efficaces? On n'a pas de grosses études à l'heure actuelle, mais manifestement, il y a d'autres travaux qui sont en train de sortir sur de nouvelles bactéries probiotiques qui seront certainement très prometteuses. Donc, un petit mot de ce que dit David Perlmutter, dit régime pauvre en glucides et riche en bonnes graisses, riche en prébiotiques, riche en probiotiques, évitez l'eau du robinet, expérimentez le jeûne, on n'a pas le temps d'en parler, mais vous pouvez expérimenter le jeûne, hein, une journée par semaine, une semaine, une fois ou deux fois par an, consommez du vin, pas trop, du thé, autant que vous voulez, du café, du chocolat avec plaisir, en pleine conscience. Chocolat noir, riche, hein, 70%, c'est très bien. Et on sait que ce régime alimentaire, eh ben, voilà, il va nous guérir de beaucoup de choses. Diminution de... Alors, il y a plein d'études, hein, il y a des milliers d'études là-dessus. Hein. Donc, diminution de la mortalité globale, mortalité cardiovasculaire, le cancer, la maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, toutes les maladies pour lesquelles on vous a fait lever le bras. Tout ça, le régime méditerranéen permet de bien améliorer les choses. Câlinons-nous. Faisons l'amour. Alors, est-ce que ça a un rôle dans la santé? Ben, il y a des chercheurs qui ont cherché à déterminer ça. Eh bien oui, ça a un rôle. Ça a un rôle, mais jusqu'à une certaine limite. Alors, on a fait des expériences en demandant aux gens, multipliez votre activité sexuelle par 2. Est-ce que ça améliore la santé? Non, ça n'améliore pas la santé. Donc il faut avoir une activité sexuelle parce qu'à ce moment-là, on sécrète de la sérotonine, de la dopamine, l'ocytocine, plein de choses, c'est très bon, mais c'est pas la peine de devenir une bête de sexe. Ce qui est... Voilà, cette publication qui nous dit, voilà, est-ce que l'augmentation de l'activité sexuelle augmente le bonheur et la santé? Non, pas du tout. On n'a pas réussi à le montrer. En revanche, ce qui est fondamental, c'est l'intimité. L'intimité du couple, l'intimité, c'est quelque chose qui est protecteur. On sécrète de l'ocytocine, on sécrète de la sérotonine, et donc là, c'est très important. Il y avait un article que j'ai trouvé qui était très amusant qui disait, si vous voulez savoir si vraiment vous avez une activité sexuelle qui va protéger votre santé, c'est pas pendant l'activité sexuelle, c'est après l'activité sexuelle. Donc si vous êtes aussi tendre et aussi gentil et aussi en pleine intimité après, c'est très protecteur pour votre santé. Voilà. L'amour protège les amoureux de la vie et les... Voilà. Ensuite, posons-nous. Posons-nous. Proverbe breton, le sommeil c'est la moitié de la santé. Donc déjà, autre méthode non médicamenteuse, après la nourriture, tout ce qu'on vient de voir, et les câlins, il faut dormir. Ne pas dormir, c'est pas bon. Et donc on sait que ne pas dormir va influencer notre santé physique, notre santé psychique. C'est extrêmement important. Alors, combien? Alors ça dépend un peu des populations. Si vous habitiez au Bhoutan, on vous dirait c'est 8h30. Nous, en France, en Europe, on dit c'est 7 à 8 heures. Il faut avoir 7 à 8 heures de sommeil. Ça commence à être dangereux en dessous de 6 heures, de façon chronique. Et un bon sommeil, c'est 85% du temps où vous dormez, moins de 30 minutes de réveil, le sommeil en moins de 30 minutes et moins de 20 minutes de réveil pendant votre nuit. On sait cependant que les gens qui vous disent j'ai une qualité de sommeil excellente peuvent descendre jusqu'à moins de 6 heures de sommeil. Il y a des différences interindividuelles. Mais c'est quelque chose qui est très important. Est-ce que la sieste est protectrice pour notre santé? Oui. Dans certaines conditions, chez des gens jeunes, avec une sieste très courte, 20 minutes, ça c'est protecteur. Si vous êtes plus âgé, avec certaines pathologies, que vous faites 1 heure de sieste, ça c'est mauvais, c'est un indicateur de mauvaise santé et ça aggrave votre santé. Donc ne faites pas de sieste prolongée. Posons-nous, posons-nous. Alors, on va parler que de ça, on pourrait parler d'autres méthodes, de la sophro, beaucoup de choses. On va parler de la méditation. 2 types de méditation. La méditation en pleine conscience, surtout pour ceux qui connaissent Christophe André, d'accord, méditation en pleine conscience. Et puis, cette méditation qui va être plutôt du côté de Mathieu Ricard, qui est cette méditation Loving Kindness, qui est plus une méditation bouddhiste. Donc ça,
C'est tellement important que les Américains qui sont moins frileux que nous, l'année dernière est sorti un bel article sur méditation et diminution du risque cardiovasculaire. Et on montre que c'est efficace, ça marche. Faisons méditer nos patients. Donc aussi bien pour avoir des émotions positives que pour beaucoup de choses qui vont être le ralentissement du vieillissement cellulaire, le stress cognitif, voilà, tout ça. Et les télomères, c'est-à-dire ce que vous a dit Rachid tout à l'heure, si vous êtes stressé, vous allez raccourcir vos télomères, c'est-à-dire que c'est un élément dans votre matériel génétique, et si vous méditez, si vous êtes calme, si vous faites de la sophrologie, si vous faites tout ça, vous allez rallonger vos télomères, vous vous protégez. Juste une publication pour vous montrer que ce n'est pas non plus négligeable, une publication sur maladie cardiovasculaire et méditation, moins de 48% de mortalité à 10 ans. C'est pas 3%, hein. Moins 48%. Encore une fois, on n'est pas dans des méthodes complexes. Alors, on peut aussi faire de la marche et de la méditation, c'est ce qu'on appelle la marche afghane. La marche afghane, c'est je marche en étant conscient que je marche, en me centrant consciemment sur ma respiration, avec un rythme qui peut être un rythme, là je vous ai mis un rythme 8, c'est-à-dire 3 pas sur l'inspiration, une pause d'un pas, expiration 3 pas, une pause d'un pas. On peut aussi prolonger l'expiration, ça c'est très efficace. Ensuite, on va, après cette posée, on va s'apaiser. La gratitude. Alors les publications, il y en a, hein. Là, je vous mets juste, encore une fois, je vous mets les mots, mais je peux vous ramener les dizaines et dizaines de publications. La gratitude, c'est dire merci. Pas dire merci comme ça, dire merci. Merci parce que vous êtes là, merci parce que vous êtes vivant, merci parce que vous êtes voilà, à peu près en bonne santé, merci parce que vous avez mangé ce soir, merci, 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 merci. Savoir dire merci. Rien ne nous est dû. Rien ne nous est dû. Rien. D'accord ? La bienveillance, également un très grand protecteur de santé. La bienveillance, c'est bienveillance vis-à-vis des autres. Les autres sont des individus à part. Voilà. On va essayer de les comprendre, de comprendre comment ils fonctionnent. Donc, bienveillance vis-à-vis des autres et bienveillance vis-à-vis de soi-même. Combien de fois on dit, mais ah punaise, mais qu'est-ce que je suis con, mais pourquoi j'ai fait ça ? On n'oserait jamais dire ça à quelqu'un d'autre. Donc soyons bienveillants vis-à-vis de nous-mêmes. Dernière chose extrêmement protectrice, l'altruisme. Pourquoi l'altruisme est protecteur ? Ben, tout simplement pour une raison très simple, c'est une question d'évolution. Je suis passé par hasard devant ma télé qui était allumée. Pourquoi ? Elle était allumée. Il y avait une émission sur Néandertal et Homo sapiens. Passionnant. Ils n'avaient rien à voir ensemble, hein, et ils ne se sont pas tapés sur la tronche. Ils ont fait des petits ensemble, Néandertal et Homo sapiens, tout simplement parce que c'était de la coopération. Donc si je vous donne quelque chose, nous allons collaborer, et les enfants, dès leur plus jeune âge, savent qu'il faut être altruiste, il faut donner. On est dans une époque où on est chacun pour soi, mais ça ne marche pas. Il faut donner, et donner est un excellent protecteur de santé. Donc voilà, hein, il y a un tas de publications qui sont sorties là-dessus, je ne vais pas insister. Un article de Stephen Post qui nous montre que, voilà, le titre était « C'est bon d'être bon », moins 44% de mortalité globale quand on est bon, quand on donne, quand on est altruiste, moins 44% à 10 ans. Ensuite, il faut créer. Nous sommes créateurs. Alors, tout ce que je vous ai mis, ce n'est pas du hasard, hein. Que ce soit le chant, les ateliers d'écriture, le clown ou l'improvisation, le théâtre, le tricot, la poterie, les ateliers cuisine, tout ça, c'est des choses qui vont développer votre créativité et améliorer votre santé. Donc, voilà, une publication de Heather Stuckey qui nous montre que ça améliore la qualité de vie, ça diminue le vieillissement, ça augmente la durée de vie, ça augmente les émotions positives, le soutien social, l'estime de toi, la réduction du stress, moins d'inflammation, meilleure immunité. Ben, ça vaut le coup de faire partie d'un atelier de chant ou d'autres choses. Ensuite, il faut tenter, encore une fois, une autre méthode non médicamenteuse. Vous voyez que je n'ai pas dans des méthodes ésotériques, on est dans des méthodes très pratiques. Positivons. Positivons, c'est quoi ? C'est pas du tout voir la vie en rose, hein. C'est pas quelque chose qui est dans les étoiles. C'est 3 choses. Je suis optimiste, je donne du sens, je cherche le sens de ma vie et je m'engage. Je prends un exemple tout simple. Si on est là tous les 3 ce soir devant vous, c'est peut-être parce qu'on est à peu près optimiste, parce qu'on pourrait faire autre chose, qu'on pense que la vie a du sens et qu'on a un certain sens de la vie et qu'on s'engage, sinon on ne serait pas venu ici. Et donc on sait que toute cette
psychologie positive, hein, qui s'est développée depuis maintenant 1990, on sait la joie, la gratitude, la sérénité, l'espoir, la fierté, l'inspiration, l'admiration, tout ça, ça augmente, ça améliore la santé, la coopération, la créativité, l'engagement, les capacités cognitives. Donc, développons nos potentiels de psychologie positive. Je ne vous ai pas mis, mais il y a une belle publication, par exemple, je vous parle surtout de cardiologie, mais on pourrait parler d'autres choses. Psychologie positive, on sait qu'on a moins 30% de mortalité coronaire à 5 ans. Dernière chose, c'est que je pense qu'il faut aussi... J'ai mis trouvons ou plutôt cherchons. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je ne sais pas combien vous êtes, on est peut-être 150 ou 180, je ne sais pas. Vous êtes né de la réunion d'une femme et d'un homme. Voilà, je vais prendre Nadine, par exemple, ou Cyril. Nadine Wolf, Cyril Tarquinio, il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura plus jamais. Vous imaginez ce que ça veut dire? Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura plus jamais. Et on va vous faire des grands pataquès pour des espèces protégées. Or, je suis, vous êtes, nous sommes tous des espèces protégées. Nous sommes des espèces hyper protégées parce qu'il n'y en aura jamais qu'une. D'accord? Et on est chacun une petite pierre dans l'édifice, et on a chacun le droit d'être soi-même. Le droit d'être soi-même, c'est-à-dire que pas obligatoirement faire ce que papa et maman voulaient qu'on fasse, ce que la société voudrait qu'on fasse, voilà, d'être soi-même, de découvrir notre réel potentiel. Savoir choisir, c'est une psychanalyste qui s'appelle Marie Balmary qui disait savoir parler en son propre nom. Oser parler en son propre nom, ce qui n'est pas toujours facile. Et donc ça, à partir du moment où on arrive à trouver qui on est, et à dire qui on est, et à oser dire qui on est, et à s'engager, c'est extrêmement important. On sait par exemple qu'en protection de santé, quelqu'un qui va retrouver des buts de vie, des valeurs de vie et s'engager, après un infarctus par exemple, c'est moins 70% de mortalité. Et donc, ce que disait Boris Cyrulnik, mais également le Dalai Lama, dans l'histoire d'une vie, on n'a vraiment qu'un seul problème, c'est de savoir ce qui donne sens à notre vie. Pourquoi vous êtes là? C'est quoi votre vie? Pourquoi on a monté les Dames de Cœur? Voilà. Quel est le sens? Et une fois qu'on a trouvé ce que dit le Dalai Lama, réfléchissons à ce qui possède vraiment une valeur, à ce qui donne un sens à notre vie. Et ordonnons nos priorités en conséquence. Voilà, donc cette publication qui nous montre que c'est vraiment extrêmement protecteur sur la santé. C'est protecteur avec... Ça, c'est un petit détail, mais qui est intéressant dans le travail. Les Japonais ont plusieurs concepts qui sont intéressants. Ça, c'est sur l'île d'Okinawa, il y a des gens qui ne sont pas très riches, mais qui sont très heureux. Et ils ont ce qu'on appelle l'ikigai, qu'on peut copier dans le travail. Je pense que parmi vous, il y en a un certain nombre qui travaillent. Et l'ikigai mis dans le monde du travail, c'est ça. C'est la réunion de 4 cercles. Si vous réunissez ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes bon, ce qui vous paye, ce qui vous fait gagner votre vie, et ce qui est utile au monde, si vous êtes au centre de ça, vous allez être en bonne santé, et le burn-out, c'est quelque chose que vous ne connaîtrez pas. Donc, je conclurai là-dessus en disant, ne fumons pas, bougeons-nous, choisissons les aliments du bonheur et de la santé, chérissons nos amis, retrouvons la nature, cultivons l'intimité, préservons notre sommeil, développons notre créativité, méditons, positivons, développons la bienveillance, la gratitude, l'altruisme, trouvons un sens à notre vie, aimons la vie, et puis je vous ai mis en tout en bas pour rappeler la phrase, l'idée du taximan. S'il nous reste un petit peu de temps pour l'EFT, ben peut-être qu'on pourra faire. Mais déjà, avec toutes ces méthodes, vous avez déjà des méthodes non médicamenteuses, vous avez déjà amélioré considérablement votre santé. Et donc je me suis permis de voir ça, et j'ai pris les Dames de Cœur. Alors vous voyez, les Dames de Cœur, voilà, elles font de la sophrologie, de la relaxation, elles marchent, elles font également de la relaxation, voilà, groupe de parole, elles font du sport, voilà, elles font plein, tout ce que j'ai dit, elles le font. Et donc je me suis demandé, il reste une case qui est blanche, je me suis demandé si l'année prochaine on allait avoir un atelier cuisine, un atelier anti-tabac ou un atelier câlin. Je ne sais pas. Merci.